Nous allons passer à la deuxième table ronde avec pour thème le marché de l'après-vente et la réparation collision. Si nos intervenants sont déjà dans la salle, on va vous inviter à nous rejoindre sur la scène. Rodolphe Pouvreau, Alexis Merkling, Laurent Fourcade, Olivier Flavier, Roberto Pestana, Christophe Boutmy, Gérald Gobo et Mads Engberg. Si vous êtes là, s'il vous plaît, on vous attend évidemment pour cette deuxième table ronde. We'll always be together, however far it seems. We'll always be together, together in electric dreams. We'll always be together, Rejoignez-nous, messieurs. Vous êtes là. far it seems. We'll always be together, together in electric dreams. Bonjour. Très bien. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, messieurs. Merci messieurs, bienvenue. On va attendre les prochains On attend d'autres pour cette deuxième intervenants. table ronde, n'est-ce pas Emmanuel? Mais oui, on attend encore 5 intervenants. We'll always be together, Agora. however Bon, far on va regarder sur la it liste. seems. Voilà, effectivement. Alors, c'est ça. On a Gérald Gobo ici. Mince, je vais tomber. On attend Christophe Boutmy d'Autodistribution, Mads Engberg de la FIGIEFA également. On attend également Olivier Flavier et Roberto Pestana. Si vous voulez bien nous rejoindre, messieurs. Bonjour Christophe. Très bien. Merci d'être là. On pense que finalement, commencer va faire venir le public. Je pense que c'est ça, Sandy. Hein. Voilà. Bien. Alors, j'appelle toujours Olivier Flavier et Roberto Pestana à nous rejoindre. Si vous voulez bien nous rejoindre, messieurs, ou alors ils sont allés prendre un café, c'est tout à fait possible. Hein. Je ne sais pas si on a le moyen de faire une annonce que la pause café est finie dans les extérieurs. Je ne sais pas ça, mais on va bien finir par attirer les participants qui nous manquent pour l'instant. Bien, on va commencer, Sandy. Est-ce on est d'accord là-dessus? On commence cette seconde table ronde. Allez, c'est parti. Une fois que nous avons, dans une longue première table ronde et passionnante table ronde, abordé l'amont de la filière, avec les interventions des constructeurs, des organisations professionnelles, des équipementiers première monte et des spécialistes de l'innovation puis de la tech sur cette voiture électrique, cette voiture de demain, électrique et ultra connectée, abordable. Vous avez tous entendu les enjeux qui sont des enjeux lourds, des enjeux qui nous amènent à une deuxième génération de véhicules électriques qui peut-être vont permettre à la filière, et on le souhaite tous, de réussir la transformation et l'électrification, bien sûr, de notre marché, de nos marchés européens. Il faut que nous nous intéressions au marché de l'après-vente. Car aujourd'hui se pose aussi la question du prix, la question de l'accessibilité, c'est beaucoup plus large que le prix, de ces marchés après-vente. Ils sont composés du marché de la réparation collision, du marché de la maintenance et aussi du marché des véhicules d'occasion. On commence tout de suite avec la réparation collision qui est sous tension. On va d'abord analyser pourquoi, essayer d'en tirer des conséquences. On va commencer avec vous, Rodolphe Pouvreau. Bienvenue, bonjour. Vous êtes directeur de sécurité réparation automobile, SRA. SRA, tout à fait. C'est une association professionnelle des assureurs, du monde de l'assurance, et aussi un organisme de veille, d'analyse statistique de la réparation collision. Et ce que vous constatez dans les statistiques, et on le montre là, ça paraît compliqué, mais vous allez l'expliquer très simplement, c'est une dérive du coût moyen de la réparation. Effectivement, depuis de nombreuses années, donc dans nos missions, on va suivre le coût des réparations et particulièrement le coût des sinistres de collision. On constate ces dernières années des augmentations relativement plus fortes que l'inflation générale, avec par exemple un coût d'augmentation de 23% sur les 2 dernières années et plus de 59% depuis 10 ans. Plusieurs postes sont en augmentation et le poste principal qui alerte, c'est bien évidemment le poste pièce qui représente plus de 52% du coût des réparations et qui lui connaît des augmentations de pratiquement 30% ces 2 dernières années. Et si on va un petit peu plus loin, on est à pratiquement 73-74% d'augmentation sur 10 ans de ce poste.
Donc une vraie hausse très forte qui s'explique par quels éléments? Plusieurs éléments, hein, bien évidemment l'augmentation des tarifs de vente, hein, donc on suit aussi un panier pièces avec un échantillon de véhicules, hein, donc une augmentation relativement forte des tarifs ces 2 dernières années, qui a certainement ses raisons avec les hausses des coûts de matières premières et tout le contexte qu'on peut connaître. Mais il y a aussi et surtout le fait que les véhicules sont de plus en plus équipés, on l'a vu tout à l'heure au niveau des ADAS, au niveau de la GSR2, au niveau de l'électrification aussi, ça a forcément des impacts. Et on se rend compte aussi, pour ceux qui étaient hier au Mondial, que les véhicules sont aussi de plus en plus beaux, avec de plus en plus d'éléments de style, des éléments de design, qui ont des impacts forts. Donc là, juste une petite projection rapide, une comparaison de 2 générations de Peugeot 2008, où on voit que juste la famille des éléments qui composent le bouclier avant provoque une augmentation de 130% rien que sur le tarif des pièces, de par les tarifs plus chers, mais aussi le nombre de pièces qui augmente, aussi bien des pièces d'enjolivement que des pièces technologiques, avec par exemple les feux de jour. Donc tout ça coûte beaucoup plus cher aux assureurs en coût moyen de réparation. Ça coûte beaucoup plus cher et effectivement le coût du poste-pièce augmente par ces 2 facteurs. Et ces 2 facteurs ont aussi un impact sur la réparabilité des pièces, puisqu'on constate que Alors le taux on va passer de à la diapo réparation suivante qui est intéressante. C'est le taux de réparation des pièces ou le taux de remplacement. C'est les deux en même temps dans cette diapo. Tout à fait. Donc le taux d'éléments remplacés, donc sur 100 pièces endommagées dans un sinistre de collision, 71 sont remplacés, quand en 2019 on était qu'à 68%. Donc on voit que d'année en année, voilà, le taux de réparation par nature est l'opposé, mais on se rend compte qu'effectivement plus les années passent et moins on répare d'éléments sur les véhicules. Le taux de réparation est en train de baisser. Non mais je ne sais pas si vous entendez cette histoire, c'est très important. C'est qu'effectivement, plus on a l'air d'un côté, avec le monde de l'assurance et des experts, demander aux carrossiers, qui d'ailleurs, dont c'est le métier, de réparer, moins il y a de pièces réparées. Par contre, je suis content parce que la table ronde d'avant, j'ai entendu qu'il y avait avoir des accoudoirs réparables, donc on va peut-être avoir des optiques de phare réparables aussi. C'est vraiment notre élément. Hein. Donc là, sur l'éclaté du véhicule, on vous a mis les principales pièces, hein, sachant que les 2 boucliers et les optiques de phare sont les 3 pièces que l'on retrouve le plus dans les sinistres de collision. Donc les boucliers, ça peut se comprendre que c'est des éléments plastiques qui sont, comme on leur dit, pour parer des chocs, donc qui peuvent être défaillants. Par contre, nous, le gros point de vigilance, c'est sur les optiques de phare. Donc une vigilance aussi bien en termes de coût, hein, puisque si on compare par rapport à l'an dernier, le coût de cette famille a augmenté de 15% en valeur, mais il y a aussi un coût environnemental énorme sur ces optiques de phare, puisqu'ils sont composés de plus en plus d'éléments électroniques. Et ça vaut des fortunes, c'est très technologique. C'est très technologique, et aujourd'hui, la majorité des phares sont remplacés. On est à plus de 90% d'optiques endommagées dans les sinistres de collision qui sont remplacées. Et là, clairement, c'est des pièces qui partent au broyeur. Il n'y a aucune solution à notre connaissance qui permettrait de reconditionner par exemple les phares ou de les remanufacturer ou de proposer une alternative en pièces de réemploi, puisque le taux est relativement bas aussi sur ces pièces. Si on va plus loin dans la réflexion, puisqu'on parle de hausse du coût moyen de réparation, on a une idée d'ailleurs de ce coût moyen de réparation aujourd'hui en euros, on sait? J'en ai une bonne idée, oui. Vous n'avez pas le droit de communiquer dessus? On est un peu plus de 2000 euros. Ouais. Un peu plus de 2000 euros le coût moyen de réparation. Hors taxe, oui, tout à fait. Pour les professionnels de la carrosserie, ça parle, quoi. On voit bien de combien on a augmenté en quelques années, hein, effectivement. Si on va plus loin, est-ce qu'il n'y a pas un risque avec la croissance des éléments de style très complexes, avec, je ne sais pas, le bandeau LED d'1,45 m sur la nouvelle Renault 4, là, qui est à l'avant, d'avoir des véhicules économiquement réparables véhicules économiquement irréparables en plus grand nombre? Il y a des grosses craintes, effectivement, sur la réparabilité des pièces une par une, mais sur la réparabilité aussi globale du véhicule, puisque, effectivement, il faut savoir que les chiffres qu'on vous présente là, on est un âge moyen de véhicules réparés aux alentours des 8 ans, donc on est encore loin des fameux bandeaux lumineux, mais quand on voit sur les stands qu'aujourd'hui tous les constructeurs proposent des signatures lumineuses très visuelles, très lumineuses, mais aussi qui seront très coûteuses, plus les ADAS, plus l'électrification qui aussi coûte plus cher dans les coûts de réparation. Hein. Dans nos études, on peut voir qu'un véhicule électrique coûte en moyenne 15% de plus à réparer que les autres énergies en termes de coûts aujourd'hui. Et effectivement, quand on se projette là-dessus, on voit peut plutôt craindre... les VEI, les véhicules économiquement irréparables, ont plutôt tendance à baisser. Donc le taux des véhicules économiquement irréparables a diminué ces dernières années, depuis 2021. Pas parce que les coûts des réparations ont augmenté, bien au contraire, elles ont augmenté fortement, je vous l'ai présenté, mais sur la même période, les valeurs des véhicules ont aussi augmenté, liées aux crises qu'on a pu connaître après Covid, avec les problèmes de disponibilité des véhicules, les semi-composants. Enfin, il y a eu une multitude de faits qui ont fait un marché de l'occasion qui a pris des valeurs beaucoup plus hautes.
les tarifications aussi des véhicules neufs plus hautes. Et c'est vrai que ces dernières années, on voit que la valeur des véhicules a augmenté de 29% en 2 ans, donc un peu plus fort que le coût des réparations, donc tant mieux. Donc on a il y mis a un moins de risque. véhicules en épave. Il y a un risque d'inversion de cette statistique. Par contre, effectivement, il y a un risque d'inversion, et c'est vrai que là, on se place directement sur le pouvoir d'achat et sur l'intérêt du consommateur de l'assurer. C'est que plus les véhicules vont coûter cher, pour peu qu'on ait un marché de l'occasion qui se stabilise, voire qui peut s'effondrer avec la perception aussi de l'électrification du parc, et plus potentiellement, on aura aussi des véhicules qui pourraient être considérés économiquement irréparables. Et derrière, ça va aussi entraîner des enjeux sur la filière de retraitement de ces véhicules, avec cet accroissement de véhicules qui pourraient arriver dans les centres VHU. Donc il y a toute cette question, et effectivement, nous, notre grosse interrogation et notre leitmotiv pour les prochaines années, ça sera pour un véhicule plus vertueux en termes de coût de réparation, en coût économique, en coût écologique, et c'est aussi un véhicule plus abordable qui permettra justement d'être mieux réparé. Et plus réparable aussi. Et plus réparable, tout à fait. Est-ce que vous êtes pour, au niveau... Enfin, je vais poser la question après à Alexis Merkling, bien sûr, mais vous en savez quelque chose, un indice de réparabilité automobile partagé par le monde des assureurs? Alors ça, c'est quelque chose qui nous est demandé de plus en plus par nos adhérents. Donc tous les assureurs sont adhérents au SRA. Et effectivement, le terme d'indice de réparabilité peut être à travailler parce qu'on peut facilement le comparer à ce qu'on retrouve sur les smartphones ou sur les machines à laver. Par contre, est-ce qu'on peut envisager un indice d'assurabilité? Ça, je laisserai France Assureur se prononcer. Mais c'est vrai que nous, on a à l'esprit d'ouvrir une réflexion avec certains de nos adhérents qui sont les principales compagnies d'assurance sur un indice qui pourrait prendre en compte une multitude de critères avec effectivement la technologie du véhicule, la réparabilité du véhicule. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui même d'un indice de démontabilité de certaines pièces. C'est vrai qu'on peut très bien avoir un fabricant qui propose des kits de réparation de phare, par exemple, mais si le phare est difficilement démontable, bah forcément ça ne va pas encourager la réparation de l'optique. Donc c'est vrai qu'on a cet esprit, nous, côté SRA, et c'est un petit peu dans notre rôle, de voir comment on peut travailler avec nos assureurs. Et l'idée, ça serait d'avoir un indice qui pourrait être partagé aussi avec les constructeurs et qui pourrait être visible pour le consommateur qui sait, lorsqu'il achète son véhicule, que potentiellement ça aura un impact sur son coût de réparation, donc son coût d'assurance et potentiellement sur les délais de réparation et toutes ces choses-là. Alexis Merkling, je vous passe la parole maintenant. Vous représentez France Assureur, qui est l'organisation professionnelle qui regroupe l'ensemble des mutuelles et des compagnies d'assurance, donc issues du regroupement 2017, il me semble, du GEMA et de la FFSA. Voilà, donc des mutuelles et des sociétés d'assurance privées. C'est ça, c'est 2017 2015, pardon. Je savais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Cette hausse des coûts, cette dérive du coût moyen, je sais que les assureurs sont très inquiets. Quelle est votre réaction officielle aujourd'hui? Alors, permettez-moi de rappeler tout d'abord les fondements du marché de l'assurance, c'est la mutualisation. La mutualisation, c'est vous avez beaucoup de souscripteurs qui vont payer pour un faible nombre de sinistrés. Et l'assureur, lui, va fixer le montant d'une cotisation. Alors, c'est pas compliqué, si je simplifie, c'est une multiplication, c'est une fréquence multipliée par un coût moyen de sinistre. On a l'impression que tout le monde peut être assureur, mais c'est pas vrai. Alors après, vous avez effectivement plus d'éléments à prendre en compte. Ouais. Mais le principe, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on observe sur le marché de l'assurance? Les fréquences, la bonne nouvelle, c'est qu'elles baissent un peu, quand même, par rapport à il y a quelques années. La fréquence d'accidents. La fréquence des accidents, donc c'est l'amélioration de la sécurité routière, tous ces éléments-là qui font, c'est les équipements aussi, oui. Qui peuvent dans certains cas améliorer. Les aides à la conduite, les ADAS, etc. Okay. Donc ça baisse, ça c'est favorable pour les évolutions de cotisation. En revanche, en matière de coût, donc le coût moyen, lui, il explose. Il explose depuis des années, sur tous les postes, sur le matériel. Alors on a le bris de glace qui augmente énormément, on a les pièces détachées qui augmentent, mais ça ne s'arrête pas là. On a le corporel qui augmente lui aussi, et alors depuis beaucoup plus longtemps et dans des proportions qui sont encore beaucoup plus inquiétantes. On a la taxation qui n'évolue pas, mais en tout cas qui n'aide pas, bon, on est quand même là aussi parmi les champions, en tout cas en Europe. On a du 35% sur de la responsabilité civile, du 18% sur les autres. Enfin, quand on fait la comparaison, c'est très élevé. Effectivement, ouais. Alors, dans ce contexte, quelles sont les solutions possibles pour les assureurs pour agir? En fait, la première, c'est répercuter l'augmentation sur la charge, enfin l'augmentation de la charge de sinistre sur les cotisations. Alors c'est ce qu'on entend beaucoup dans les médias en ce moment. Est-ce que ça va se produire?
Alors, on est dans une situation qui est très défavorable actuellement. Évidemment, ça ne fait pas plaisir aux assureurs. On est dans un contexte de crise. Les budgets des consommateurs ne sont pas extensibles à volonté. Et du coup, la question, c'est... Alors, comment est-ce qu'on répercute? La première étape, c'est que chaque assureur regarde s'il veut changer d'assurance. C'est potentiellement qu'il réduise... Chaque assuré, bien sûr. Chaque assuré, Regarde, oui. pardon. Qu'il réduise sa couverture assurantielle. Oui. Alors là, ça devient un peu plus délicat. Donc on passe du tout risque à vol incendie ou du vol incendie Absolument. à responsabilité civile. Ce qui- C'est un phénomène que vous observez? Alors, qui commence, D'accord. ça dépend évidemment des segments, Ok. mais ce n'est pas souhaitable parce que ça veut dire que typiquement, vous avez une catastrophe naturelle, et bien vous n'avez pas de couverture. Alors que tout le monde Absolument. a l'impression, il va y avoir une déclaration de catastrophe naturelle, donc je suis couvert. Donc c'est quand même très sioux comme situation. Et puis on a les phénomènes de non-assurance tout court Non-assurance, ouais. pour certaines populations les plus fragiles, où là, il y a une obligation d'assurance certes, mais comment est-ce qu'on la contrôle, même s'il y a des moyens. Aujourd'hui, beaucoup de gens font le pari très dangereux de rouler sans assurance. De l'ordre de... quel est l'ordre de grandeur? Alors, Sur les possesseurs de carte grise? extrêmement compliqué à De contrôler savoir. parce qu'on ne sait pas quel est le parc roulant exhaustif, on connaît le parc assuré. Quel est-il le parc assuré pour donner une valeur? 39 millions? Je devrais le savoir par cœur. Vous savez, moi j'ai le beau rôle, je pose les questions, hein, je ne suis pas obligé de savoir, donc je On vous a un comprends. fichier des véhicules assurés où tous les ans on voit l'évolution, on voit l'âge. Il y a 41 millions de voitures en France et 7 millions de véhicules utilitaires. Ça, c'est le parc statistiquement parlant. On ne sait pas si tout le monde est assuré dans tout ça. Hein. Je regarderai sur Vous mon reviendrez vers portable nous. tout à l'heure. Oui, absolument. Alors ça, c'est bien. Et On est- donc on la est en live et non-assurance, on comprend. on estime qu'elle était de l'ordre de 3% il y a 3% de la quelques années, mais non-assurance. en fait c'est au global et donc ça dépend vraiment quel segment vous regardez. Donc ça c'était la première solution, c'est répercuter cette augmentation de Tout à charges. fait. La deuxième solution, c'est de gagner en efficacité ou innover. Alors quand on gagne en efficacité au niveau des assureurs, malgré tout, quand on fait la comparaison au niveau européen, l'assurance a le coût de l'assurance moyen en France est parmi les moins chers en Europe. Parce Alors, qu'on a beaucoup de concurrence. parce qu'on a beaucoup de concurrence, Absolument. parce qu'on est très efficace avec des systèmes industriels. On travaille bien avec les assureurs, avec les réparateurs. Donc, je pense que là-dessus, il y a peu de marge de manœuvre. Reste du coup l'innovation. Et alors, évidemment, cela ne relève pas des missions de France Assureur, mais je ne peux pas m'empêcher de regarder outre-Atlantique et de constater que là-bas, alors ça correspondait pas à notre tradition, mais on n'indemnise pas nécessairement sur facture. Là-bas, fait. on est sur une indemnisation plus forfaitaire. Oui, tout à fait. L'objectif de ce genre d'approche, c'est de remettre le consommateur face à sa responsabilité. S'il se débrouille pour réparer pour moins cher, D'accord, je il s'en sort bien, l'assureur va le couvrir. Alors, C'est pas dans notre culture en France. c'est pas dans notre culture. Je Tout à pense fait. que c'est dangereux parce que la question c'est est-ce qu'on va réellement réparer le véhicule je pense qu'il faut continuer à les réparer, mais ça va être le Ça genre peut poser de des problèmes réflexion. de sécurité ensuite par rapport à la qualité des réparations. Et le troisième point, pardon. Non, Vous étiez dessus. Hein. disons ça, c'était l'idée, c'est que ça va peut-être arriver simplement parce que les consommateurs, Ok. à un moment donné, ne vont plus être prêts à payer plus cher leur assurance. Compris. Donc c'est un risque, effectivement. Je vous passe la parole. Laurent Fourcade, vous représentez la FFC Mobilité et Réparation Service, la profession des carrossiers. Donc vous êtes l'une des organisations professionnelles dédiées aux carrossiers. N'ayez aucune inquiétude, le micro est branché. Comment réagissez-vous dans votre métier au quotidien, puisque vous êtes un carrossier également. Vous êtes parfaitement légitime à cette place. À cette hausse du coût de réparation, de réparation bien sûr, et qu'est-ce que vous pouvez maîtriser dedans? Moi d'abord, je n'aime pas quand on me dise que les carrossiers sont chers.
Mais on a subi l'augmentation des pièces détachées, En fait, c'est pas ce qu'on a dit. les assureurs le disent. On n'a pas été méchants avec vous. Mais on a subi l'augmentation des pièces détachées. Je donne un exemple tout simple. Une porte de Ford Ka qui a 8 ans, 1000 €, on achète ça. Est-ce qu'une porte de Ford Ka vaut 1000 € De aujourd'hui? Ford Ka? Oui. Ah bah non. Voilà. J'en sais rien finalement. Ensuite, nous avons subi l'augmentation de l'énergie, du gaz, les salaires qui ont flambé parce qu'on est en manque Vous de... êtes un des éléments de la hausse de ce coût finalement avec ce que vous subissez, quoi. Oui, C'est tout ça. à fait. Les salaires ont augmenté de façon inconsidérable parce que nous avons un manque de main-d'œuvre. Les gens ne veulent plus travailler dans les carrosseries. Oui, oui, c'est un problème de fond. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est la part sur une cotisation d'assurance auto, la part que représente la réparation. Je ne parle pas du corporel, je ne parle pas du reste. Vraiment la part de la réparation. Je pense qu'elle n'est pas très importante. C'est les majoritaires, hein, de toute évidence. Voilà. Alexis Merkling, vous pouvez en dire un mot. De par mes propres investigations, je pense que c'est les 2 tiers ou 80%. On est entre les 2 tiers et 80% du coût total. Pour l'assureur. Sur la charge de sinistre. La charge de sinistre. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça, ok. Non, mais si, il faut dire les choses quand même telles qu'elles sont. Simplement, Laurent Fourcade, on présentait tout à l'heure, et on va essayer de faire vite, effectivement, parce qu'on est un peu pris par le temps, mais le taux de réparation qui baisse, alors que vous, c'est votre métier de réparer. Nous sommes des réparateurs. Ça vous choque pas de voir ça? Nous sommes des réparateurs. Mais il faut nous laisser le temps de réparer les choses. Pourquoi vous n'avez pas le temps aujourd'hui? Les experts ne nous donnent pas le temps. Ouais. Je prends l'exemple de cette porte de Ford Ka. 1000 €, ça représente 12 heures de tôlerie par rapport au tarif horaire. Pour réparer? Si on demande à l'expert 7 heures ou 8 heures pour réparer cette porte, il ne nous les donne pas. Ouais. Bon, ensuite, il y a des problèmes techniques qui sont que sur les portes, il y a des renforts, de plus en plus de renforts, donc on ne peut pas réparer, on ne peut pas passer derrière les renforts. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on ne peut pas réparer les pièces qui avant étaient réparables. Et donc on parle bien de réparabilité, vous voyez, hein, c'est vraiment l'un des sujets de fond. Rodolphe Pouvreau présentait tout à l'heure les optiques, là vous parlez des renforts qui permettent de sécuriser, mais en même temps qui rendent les véhicules peut-être moins réparables. Les parties plastiques. Ouais. C'est pareil. Il y a eu une charte signée il n'y a pas longtemps entre les différentes organisations professionnelles. Qu'en attendez-vous? Je crois qu'il y en a une tous les 10 ans en gros. Hein. Voilà, c'est ça. On améliore la charte tous les 10 ans. Nous, ce qu'on attend, c'est une meilleure collaboration avec les experts, que ce soit gagnant-gagnant. Quand on peut réparer, nous, on est pour la réparation. Et quand on peut faire des économies, par exemple avec de la PIEC, de la pièce de réemploi, on est d'accord. Mais il faut qu'on nous donne le temps sur cette pièce de réemploi, de pouvoir démonter ce qui arrive sur la porte d'occasion et de pouvoir la remonter sur la porte de notre client. Ça, aujourd'hui, on ne nous laisse pas le temps. C'est ça. On reviendra à vous, messieurs, juste après. Je voudrais qu'on avance. Sandy. Absolument, merci beaucoup. Nous vous retrouverons tout à l'heure en troisième table ronde, 2 assureurs d'Alliance Ecovea. Alors, intéressons-nous maintenant à la partie réparation mécanique, la maintenance. C'est une donnée essentielle sur le cycle de vie d'une voiture, d'environ 19 années. Et cette maintenance mécanique voit également son prix augmenter. Est-ce inéluctable et comment les acteurs du marché le comprennent-ils? Et on fait d'ailleurs un constat, Emmanuel. Oui, effectivement, c'est un constat d'éloignement, peut-être, hein, messieurs, merci d'être ici, de sa mission d'entretien au meilleur coût pour les réparateurs mécaniques. Donc c'est une vraie question qui se pose, tout comme en carrosserie, on vient de le voir. Les prestations d'après-vente mécanique sont plus chères. Et je vais d'abord vous céder la parole, Gérald Sgobo. Vous êtes un élu de la FNA, la Fédération de l'artisanat automobile. Vous êtes président du CFPA France, l'organisme de formation de la fédération. Mais vous êtes aussi un homme de terrain. Vous êtes garage AD expert à Villeneuve-d'Olme, en Ariège. C'est une zone rurale. Vous êtes aussi maire de votre village, je tenais à le dire. Donc vous êtes à la fois d'un côté et de l'autre. Que constatez-vous au quotidien? Est-ce que cette hausse est véritable? Oui, forcément, j'allais dire, on pourrait plutôt parler de the extra price quand on parle de réparation en ce moment. Ça fait quelques années, on l'a vu, où on est sur une véritable inflation déjà de la pièce de rechange. Mais on l'a évoqué tout à l'heure également,
les charges fixes de nos entreprises qui ont augmenté de manière quand même exponentielle ces dernières années, qui font que notre taux de main-d'œuvre doit suivre cette augmentation par rapport aux fluides et tout ce qui va avec. Donc, obligatoirement, derrière, le client final va voir sa facture augmenter. Sur ces factures, ce qu'on constate aussi, c'est l'inversion en quelques années de la part de la main-d'œuvre qui est aujourd'hui inférieure à la part des pièces de rechange en moyenne sur une facture. Ça rejoint ce qu'on disait en carrosserie, hein, c'est la même chose. Mais c'est tout à fait, j'écoutais ce que disait tout à l'heure Laurent Fourcade, on est exactement dans la même comparaison. On a exactement le même souci finalement que les assurances. J'ai compris qu'elles étaient inquiètes, bien sûr, de l'augmentation du coût de réparation. Je pense que nous, on a aussi cette inquiétude pour les usagers, nos consommateurs, qui forcément ont aussi ces difficultés à appréhender les réparations au fur et à mesure qu'elles viennent sur leur voiture, compte tenu aussi du vieillissement du parc. Est-ce que vous n'êtes pas plus intéressé par faire une marge sur une pièce que vous remplacez plutôt que d'utiliser une pièce de réemploi, par exemple ? Alors, puisque les pièces ont augmenté, peut-être que les marges en euros ont augmenté aussi finalement. Est-ce que ça ne va pas à l'inverse du bon sens? Je pense qu'on a vécu une période où les marges sur pièces ont été bien plus importantes. Aujourd'hui, le but, on est avant tout des chefs d'entreprise, c'est de préserver la marge de rentabilité de notre entreprise. Et donc, elle se fait avec la main-d'œuvre. Voilà. Et donc, sur la main-d'œuvre. Sauf que ce qu'on disait aussi, aujourd'hui, réparer un véhicule, c'est être obligé d'avoir tout un tas d'artifices divers, c'est-à-dire des abonnements pour pouvoir accéder aux informations techniques, un autre pour pouvoir se connecter à la passerelle, etc. Je disais, on est arrivé aujourd'hui à du pay for work. Faut payer pour travailler d'abord. Donc forcément, tout ça, nous, on va le répercuter. C'est pas du pay-per-view, c'est du pay for work. Vous avez inventé un nouveau concept. Voilà. Vous me disiez en préparant que la totalité des abonnements pour un réparateur, donc abonnement catalogue électronique, abonnement informatique, abonnement tous les services, en fait, c'est l'équivalent d'un salaire à temps plein. C'est ça, c'est un salaire chargé aujourd'hui. Si j'accumule toutes les cotisations ou les coûts mensuels de différents services, on est à un salaire. Combien avez-vous de collaborateurs dans votre entreprise? On est 6 sur la partie atelier. Et vous en rajoutez un avec tous ces abonnements quelque part virtuels. Et un, mais sans lequel on pourrait aujourd'hui ne pas pouvoir engager un grand nombre de réparations. Est-ce que alors cette hausse des coûts donc existe, ce qui veut dire que vous devez répercuter dans l'heure de main-d'œuvre? Forcément. Donc, on le répercute dans l'heure de main-d'œuvre, mais malgré ça, on a aussi l'obligation de rester attractif et abordable vis-à-vis de nos clients. Comment faites-vous? L'équation, elle est très complexe. Et j'allais dire, alors, moi, je suis AD, donc chaque réseau donc propose vous achetez aussi. Mieux, quoi. On essaie. De toute façon, bien vendre, c'est savoir bien acheter. Ouais. Ça, c'est vieux comme le monde. mais quoi qu'il en soit, bon, voilà, au travers du réseau AD, nous, on a une gamme qui s'appelle Isotech qu'on propose forcément aux clients, mais on est aussi un petit peu, on fait de la psychologie, c'est-à-dire on analyse aussi le comportement du client, on voit en fonction de sa capacité et on va s'adapter à lui. Son consentement à payer, comme disent les économistes. Je pense que oui, c'est le consentement à payer, la capacité aussi réelle à payer. Donc ça, on essaye d'être le plus proche d'eux. On est avant tout des entreprises de proximité. Je crois que c'est un de nos atouts et il faut jouer de cet atout. Je vais me permettre de citer la loi Hamon de 2014, que vous connaissez tous bien évidemment par cœur. Elle affirme 2 principes fondamentaux de la concurrence, le libre choix. Alors Hamon, évidemment, l'homme politique, le libre choix de son réparateur en réparation collision, le droit à choisir le lieu et le canal pour la maintenance mécanique sans la perte de la garantie constructeur, et ceci dès l'achat du véhicule. Est-ce qu'on constate que de plus en plus de clients vont en maintenance indépendante et quittent le réseau constructeur? En réparation mécanique, oui, de plus en plus. Dans votre zone, en tout cas? Voilà, on a de plus en plus aujourd'hui de véhicules sous garantie constructeur qui viennent faire l'entretien périodique. Qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est trop cher là-bas? Je viens ici parce que c'est certains exemples, c'est quand même quasiment du simple au double. On me parle de 700 € pour une révision sur une C4 Cactus et 350 dans un autre garage. Donc c'est vrai que le client... les pneus, par exemple, vous faites des pneus?
Alors, les pneus, C'est mais devenu même la révision hyper cher, les basique, la révision basique est aussi. On est tenu quand même d'appliquer le cahier des charges du constructeur, bien évidemment, pour le maintien de cette garantie. Ça, là-dessus, on s'en exonère pas. Ça vous oblige à être excellent, quoi qu'il en soit, hein, le fait de pouvoir aller ailleurs que chez le constructeur pour, sans perdre de la garantie, vous devez être à la hauteur. C'est une obligation de toute façon si on veut jouer Donc, sur formation, ce marché-là. Alors énormément équipement, de formation, les équipements, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est sur un accroissement exponentiel de tous les dispositifs aujourd'hui nécessaires pour pouvoir intervenir sur les véhicules, même en termes d'outillage. Moi, ce n'est pas rare lorsque on va rentrer un véhicule pour faire une distribution, d'être obligé d'acheter un kit outil spécifique à cette voiture. Bien sûr. Et c'est Et très on récurrent. comprend maintenant mieux, hein, on boucle la boucle de la hausse des coûts et de la hausse du coût de la maintenance. Bien sûr, il n'y a pas de secret à un moment. Ouais. Je me tourne vers vous, Christophe Boutmy, directeur général achat et supply chain, PHE Autodistribution. Et je vous pose la question très simplement, est-ce que la distribution des pièces et des équipements s'éloigne aujourd'hui de sa mission d'entretien à coût accessible? Je ne vais pas vous dire oui, bien sûr que non. Disons que on remplit pleinement, je pense, pour notre cœur de marché, qui sont alors les véhicules, on va dire, entre 8 et 20 ans principalement. On remplit pleinement notre mission de ces coûts accessibles. Alors, bien sûr, déjà, on est moins cher que le réseau constructeur. C'est la base, mais c'est bien de le rappeler, systématiquement. Et ensuite, l'idée est bien d'apporter une double offre de prix en fonction du besoin du client, c'est ce que disait Gérald, et de plus en plus en fonction de l'âge du véhicule. C'est-à-dire que on va proposer des marques de qualité première monte, marque premium, et de plus en plus, avec le vieillissement du parc, avec la pression du pouvoir d'achat, forcément les marques dépositionnées ou MDD, alors nous principalement Isotec pour la marque autodistribution, mais on en a d'autres. Donc véritablement cette double offre adaptée aux besoins du client, l'âge du parc, c'est fondamental. Alors on se dit que le parc vieillit, il vieillit beaucoup, et au-delà de 20 ans, on s'aperçoit que la pression et que la valeur résiduelle du véhicule fait qu'il faut qu'on se pose aussi d'autres questions. La grande distribution, elle, à titre de comparaison, a lancé des premiers prix donc pour les faibles pouvoirs d'achat. On peut se poser la question, ça doit nous faire réagir pour les prochaines années. En tout cas, aujourd'hui, sur notre cœur de marché, je pense qu'on répond pleinement à notre mission, effectivement, de coût accessible pour nos réparateurs. Et l'inflation, bien sûr, est venue perturber la réponse par l'offre, c'est très clair. Comment est-ce que vos fournisseurs, les équipementiers, donc, réagissent à ces phénomènes d'inflation persistante? Et que leur demandez-vous? Évidemment, d'être moins cher. Bon, l'inflation, on l'a tous eu, je ne vais pas rappeler les raisons, mais post-Covid, ça s'est accéléré. Hein. Les problèmes d'approvisionnement, l'explosion de matières premières, d'énergie, les salaires. Alors, j'ai envie de dire, malheureusement, si on s'aperçoit d'un ralentissement de l'inflation, là, à court terme, on est obligé de se dire qu'à moyen terme, l'inflation moyenne sera de toute façon supérieure à celle qu'on a vécue avant le Covid. Alors, lié à tout un tas de raisons. Si je prends l'exemple, alors je laisserai les équipementiers en parler mieux que moi, mais prenons l'aspect réglementaire. Dans quelques années, il y aura le MACF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc ça rendra de toute façon beaucoup plus cher l'import aux bornes de l'Union européenne de certaines matières comme l'acier. Donc de toute façon, on aura de l'inflation qui sera créée par les matières réglementaires. Alors, on prend l'exemple des équipementiers japonais. Vous paierez plus cher parce que vous aurez ce mécanisme. Équipementiers japonais, j'allais dire tous les équipementiers. Aujourd'hui, les matières premières, elles viennent. Alors, l'acier, par exemple, pour toutes les pièces automobiles du monde, viennent de Chine. Donc, à partir du moment où une pièce, même qui serait assemblée en Europe, aurait un composant, une matière première qui viendrait de Chine, ce MACF s'appliquerait. Donc, il y aura un surenchérissement de ces matières. Ça, c'est l'inflation au niveau des pièces. Mais le coût de distribution, malheureusement, lui aussi va augmenter. Mécaniquement, aujourd'hui, le distributeur, il va avoir des contraintes de circulation, avec les contraintes réglementaires sur les ZFE, la loi LOM, qui va tous nous obliger à remplacer nos véhicules pour accéder justement à ces ZFE et de manière générale pour avoir des véhicules à plus faible émission, la démultiplication des marques de voitures. On a aujourd'hui beaucoup de véhicules électriques avec de nouvelles marques asiatiques, va nous obliger à démultiplier nos assortiments. La duplication des gammes, marque propre, marque premium, fait que demain, nous aurons toujours plus de références pour couvrir finalement le même besoin du marché. Donc ça veut dire quoi? Des coûts de distribution qui vont augmenter. Et en lien avec finalement un mix produit qui va être de plus en plus vers des produits moins chers, mais finalement, en termes de distributeurs,
vous avez un coût unitaire, finalement c'est le même, que ce soit une pièce qui valent 100 ou une pièce qui valent 80. Et donc le ratio coût de distribution sur valeur du produit va lui fortement augmenter. Donc malheureusement l'inflation, qu'elle soit au niveau des pièces, au niveau des coûts de distribution, Elle est durable et persistante. va revenir sûrement à la hausse à moyen terme. Et je vous précise à ce stade de nos échanges que tout à l'heure, en troisième table ronde, nous aborderons aussi les solutions, les engagements et les stratégies des grands acteurs du marché, dont Autodistribution, vous serez présent tout à l'heure également Christophe, propose et accueille au sein de leurs entreprises pour permettre à cette après-vente de rester abordable les prochaines années. Là, en deuxième table ronde, nous posons les données du problème, et on voit que le problème est important à la fois dans le monde de la réparation collision, mais aussi dans le monde de la mécanique. Je me tourne vers vous, Matt Sengberg, et vous donne la parole pour avoir un regard plus large en Union européenne. Vous êtes le président de la FIGIEFA, qui est la Fédération des distributeurs de pièces européens. Merci d'être là aujourd'hui. Votre micro fonctionne, je pense. J'en suis quasiment sûr. La FIGIEFA est consultée et intervient à Bruxelles sur plusieurs chantiers déterminants pour maintenir une concurrence saine entre le monde de la rechange multimarque et la rechange constructeur. Rappelez-nous simplement les grands enjeux pour le monde de la maintenance, parce qu'ils sont un élément à la fin de la compétitivité des acteurs et donc du côté abordable de la maintenance. Voilà. Oui, tout à fait. Vous venez de mentionner un des enjeux, la concurrence Et merci de vous exprimer en français. Oui, je vous en prie. C'est un effort, on le sait bien, nous qui ne parlons pas anglais, ou mal. Mettez le micro sur votre menton, s'il vous plaît. Je fais comme ça. Donc, le concurrence équitable, c'est autour de tout, mais aussi un peu plus concrètement l'accès aux données, les données techniques, accès aux données et cybersécurité cybersécurité dont on parlait tout à l'heure, qui est de plus en plus important dans les véhicules. Et comme tous les messieurs ont dit, la réparabilité des véhicules, et surtout les véhicules électriques. Est-ce que tous les pièces de ce véhicule sont réparables? Bien sûr. Et autour de tout ça, le sustainability, ouais. Alors, vous avez une mission de surveillance des marchés également en tant que FIGIEFA. Vous venez de publier une étude sur la compétitivité de l'Independent Aftermarket, donc, qui s'intitule « Les défis du marché après-vente », je crois. Ces défis sont nombreux. Vous avez constaté qu'on a bien, effectivement, partout en Europe, une hausse des coûts de maintenance. Dites-nous en quelques mots. En quelques mots, ça va être difficile. Alors, quelques phrases. En quelques phrases. Les consultants ont analysé l'avenir jusqu'à 2035, et ils ont évalué l'impact de cinq différentes tendances. La captivité des pièces, qui est d'un, la cybersécurité, comme je viens de dire, accès aux données, accès aux données pendant que la voiture roule sur les... Ça, c'est les sujets qui ont été traités dans l'étude. Oui. Sur la hausse du coût de la maintenance, elle est constatée partout en Europe? Oui. Ouais. Je dirais oui. Mais on peut partager la réponse en deux, parce que c'est clair que par région, il y a des régions où ça se sent plus que autres. Mais chez nous, France, est-ce qu'on est toujours à se plaindre ou est-ce qu'on fait partie des gens qui sommes dans la moyenne en termes de hausse des coûts de réparation? Je crois que vous êtes en moyen, dans la moyenne, oui. Quels sont les pays où la hausse des coûts est la plus élevée? Les pays où les voitures électriques ont un plus grand... C'est vrai? Oui, parce que... On a l'impression qu'il y a moins d'entretien. Non, mais parce que c'est relativement difficile et compliqué à réparer les voitures électriques. Donc le marché indépendant n'a pas une partie de ce marché assez élevée que pour les voitures traditionnelles. Et vous constatez donc en Norvège, dans ces pays-là,
une hausse importante en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas, peut-être? Si on regarde par pièce, oui. D'accord. Pas en totalité, peut-être pas, mais Par si on- opération. oui, par opération, oui, on constate ça. On aura tout à l'heure JPA qui interviendra en troisième table ronde, qui nous montrera les résultats effectivement d'une étude très intéressante sur plusieurs pays d'Europe, sur l'évolution du coût de réparation quand les pays sont plus ou moins électrifiés. Ce sera très intéressant d'entendre ça, mais là vous nous offrez une très belle porte ouverte sur ça. Oui, et je dirais notamment pour les pièces comme un Matrix LED headlamp, comment ça s'appelle en français? Pardon, est-ce que vous pouvez... les headlamps, les headlamps, ouais. les optiques. Les optiques Ouais. qui sont dans la plupart des voitures Bien électriques sûr, sont les Matrix. Les optiques Matrix, bien et sûr, qu'on connaît là, très bien. il faut les coder et tout. Dans le monde de l'assurance. Et ça rend Ok. l'opération Ça fait exploser le coût. Ça exploser le coût. Et, Alors, le sujet de la libéralisation des pièces captives, justement. oui. On a eu une révélation ces derniers jours. Donc l'Union européenne a confirmé ce que l'on savait déjà en France depuis l'année dernière, qu'il faut libéraliser le marché de la pièce captive. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Quel est le point de vue de la FIGFA? Oui, bien sûr. Absolument, c'est une bonne nouvelle. Bon. Et c'est le même point de départ que les assureurs, finalement. Il faut libéraliser autant que possible pour vous. Voilà. Donc il y a des bonnes nouvelles quand même dans ce marché après-vente. Il y a toujours des nouvelles. Je voudrais qu'on aborde le point des réglementations européennes avec vous aussi, puisque les réglementations européennes, depuis les années 90, très précisément, le règlement 1475-95, je ne vais pas jargonner, mais mentionne très clairement le besoin de compétitivité, le besoin d'accès aux informations techniques. Et nous avons aujourd'hui un Data Act européen qui a été voté et qui, semble-t-il, contribue à aller plus loin encore dans la transmission de l'ensemble des données techniques. Dites-nous en quelques mots, quelques phrases. Oui. Le Data Act détermine les droits des utilisateurs et donne aux utilisateurs d'un produit connecté aux Internet le droit aux accès des données générées par lui. Right to repair. Non, le right to... C'était avant. Ouais, oui et non. Il confirme. Il confirme que comme utilisateur d'un produit connecté, vous avez le droit d'accéder les données de ce produit. Et sous une base de fair et raisonnable et non discriminatoire. Oui, ok. Donc ça, c'est un progrès. C'est un progrès, mais ce n'est pas suffisant du tout. Que demandez-vous pour que ça soit plus suffisant? Il faut une réglementation sectorielle pour le secteur. Le Data Act, il est général. Le Data Act est général. Il s'agit des lave-linges, des trains, des automobiles, tous les produits connectés. Donc il n'est pas suffisant encore pour garantir une compétition équitable, complète. C'est ça que vous non, dites? pas du tout. Très bien, très bien. Je vous remercie, messieurs. Je me dirige de nouveau vers l'Agora. Je voudrais qu'on poursuive notre échange sur effectivement cette évolution à la fois du monde de l'après-vente, mais aussi du parc circulant, parce que je le rappelle, il y a 41 millions de voitures, 7 millions de véhicules utilitaires. Et alors, Alexis Merkling, vous avez la réponse. 59 millions. 50, assurés. 59 millions d'assurés? De véhicules différents assurés, toutes catégories confondues. Toutes catégories en France, d'accord. Merci de la précision, merci beaucoup. Je voudrais qu'on parle de véhicules d'occasion avec vous, messieurs. Olivier Flavier, vous êtes directeur mobilité chez Le Bon Coin, premier site infomédiaire, c'est-à-dire de petites annonces de véhicules d'occasion en France. Et à côté de vous, Roberto Pestana, vous êtes manager valorisation à l'Argus. L'Argus qui est évidemment bien connu pour son savoir-faire en matière d'outils d'aide
à la décision pour les professionnels et notamment en matière de véhicules d'occasion. Avec vous, Olivier Flavier, vous allez vous aider d'un support, de quelques diapos. Les voitures d'occasion sont devenues très chères entre 2019 et 2023 environ, plus 30, plus 35%, vous allez nous le dire précisément. Là encore, même constat, c'est-à-dire tout devient plus cher. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de remettre dans le contexte Le Bon Coin, pour bien comprendre pourquoi on est là aussi et en quoi nos données sont intéressantes. On est la première plateforme en France en véhicules d'occasion. On a 14 millions de visiteurs uniques, donc de personnes différentes qui passent sur notre site tous les mois. On a plus de 110 millions de connexions sur notre site tous les mois, juste sur la partie voiture. Et ensuite, on a une voiture d'occasion déposée toutes les 10 secondes sur Le Bon Coin. Ça, c'est pour la partie grand public et professionnel. On a aussi plus de 21 000 professionnels, donc quasiment l'ensemble, 98% de la profession automobile qui travaille avec nous sur Le Bon Coin. Donc on est une plateforme intéressante pour regarder l'observatoire de ce qui se passe en France, en offre et en demande. Et pour répondre à votre question, Emmanuel, effectivement, on a un marché en fait de l'occasion en B2C, donc du pro vers le particulier, qui est en augmentation de 7% depuis le début de l'année. C'est intéressant parce qu'on sait bien que le marché du véhicule neuf est compliqué actuellement. Oui. Le marché de l'occasion, il a un espace-temps qui est un peu différent du neuf, de quelques années. Donc on est 3 ans ou 4 ans après le neuf. Donc c'est intéressant. Comme on voit ce qui se passe en neuf, on sait comment ça pourrait se passer en occasion, sauf qu'il y a une dichotomie entre le neuf et l'occasion. Et l'occasion se porte relativement bien aujourd'hui, et pour les professionnels aussi, puisqu'on a 45% des ventes qui sont réalisées par les professionnels aujourd'hui. Un élément intéressant, la France est le seul pays, à ma connaissance, en tous les cas en Europe, c'est sûr, à ce que la partie du B2C, donc des ventes de véhicules d'occasion, du professionnel vers les particuliers est le plus bas. Les professionnels représentent 45% des ventes de VO en France. Dans les autres pays européens, en général, on est au moins à 55-60%, même 75 ou 80% dans certains pays. Ce qui veut dire qu'on a plus de transactions entre particuliers en France. Oui, exactement. Donc, néanmoins, la partie des professionnels augmente, et c'est une bonne chose pour les professionnels, et nous, on est très favorable à ça, on fait tout pour encourager. On a augmenté de 2 points actuellement cette partie B2C depuis quelques mois, et avec tout le leasing qui arrive du neuf vers l'occasion, le leasing étant détenu par les professionnels, on devrait avoir une partie qui augmente dans le futur. Et les prix des VO, effectivement, ont connu un yo-yo. Entre 2019 et aujourd'hui, on a eu d'abord une augmentation très très forte de l'occasion, comme le neuf, mais encore plus forte en occasion, d'à peu près 30% des prix entre 2020 et mi-2023. Donc 30% en gros sur des voitures d'occasion. 30%, mais c'est dingue. C'est beaucoup. C'est beaucoup. En gros, le prix des véhicules d'occasion s'est apprécié d'à peu près 4 000 €. D'accord ? Donc on était en moyenne à 16 500 €, toute énergie confondue en occasion. On est passé à plus de 20 500 €. Est-ce qu'on est à mix équivalent, enfin est-ce qu'on est à produit équivalent ? Oui, à peu près. Quasiment, parce que là, à chaque fois on me dit « Ah bah oui, mais l'électrique vient dans la moyenne des prix ». Oui, mais l'électrique en occasion aujourd'hui représente 2%. Okay ? Donc oui, on est à mix équivalent dans mon analyse. Oui, on est à mix équivalent. Depuis 1 an, les prix ont commencé à rebaisser. Bah oui, parce que finalement, on finissait par plus en vendre, quoi, ou à garder des stocks. Oui, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'industriels et de voitures et de pousser les flux, mais il faut penser aussi aux consommateurs derrière. Enfin, certains en ont parlé évidemment depuis tout à l'heure, mais le consommateur, il est important. Et le consommateur, ce qui se passe, et nous, on le voit réagir. Il vient voir. Je n'ai jamais eu sur Le Bon Coin autant de monde depuis 1 an qui viennent voir des voitures d'occasion. D'accord ? Il y a encore même 2 ans, j'avais 85 millions de visites par mois juste sur la catégorie voiture. Aujourd'hui, je suis à des pointes de 120 millions. Donc, il y a un intérêt énorme pour l'occasion. Colossal. Parce que, pour une question de pouvoir d'achat, donc on ne se dise pas autre chose, les prix de l'occasion ont baissé. Ont rebaissé depuis 1 an. Mais ils ont rebaissé. Mais pas autant. Non, ils ont rebaissé. Donc, ils ont augmenté de 4 000 €. Ils ont rebaissé de 2 000 à peu près. Ouais. On est encore 2 000 € plus cher qu'il y a 4 ans.
Alors, certes, le niveau de vie augmente, mais pas tant que ça, donc ça fait un peu peur. Et on a, et c'est intéressant d'ailleurs, on a des baisses de VO sur le diesel, on a baissé de 7%, sur l'essence aussi, sur l'hybride aussi, sur l'électrique aussi, on a baissé de 20%. Voilà, donc forcément, il y a une baisse des prix. C'est-à-dire que l'électrique, excusez-moi de vous couper, l'électrique, pour être très clair, il ne représente pas beaucoup dans les ventes, 2%, ça, Ouais, et en plus, il ne se vendait pas, quoi. Et quoi, pardon, Il ne se vendait pas. Alors, pas bien. oui, alors effectivement, l'électrique, et puis de par les actions de Tesla, a chuté le plus possible en occasion. Donc Les actions, 20, alors les 20%. actions de Tesla, on rappelle, hein, sur le neuf, Tesla a baissé les prix plusieurs fois. C'est ça. Ce qui a entraîné des problématiques sur le marché de l'occasion. Non, disons que ça fait baisser aussi le prix de l'occasion. Donc, effectivement, si on a acheté une voiture neuve et qu'après on se retrouve avec un prix très bas, mais c'est une autre histoire. Donc en tous les cas, l'électrique est compliqué à vendre aujourd'hui. Par les professionnels. On a des rotations de stock en essence ou en diesel de 80 jours à peu près pour un professionnel en occasion. L'électrique, c'est 160 jours aujourd'hui. Donc quand vous achetez une un demi-année, en gros, quoi. Ouais. Pas tout à fait, en fait, Ouais. c'est 5 mois, Ouais. plus de 5 mois. Ouais. Ce qui fait qu'on parlait tout à l'heure, ça laisse rêveur quand même, hein, c'est-à-dire de démocratiser le marché de l'électrique. En occasion, on en est loin. Oui, en fait, le prix est une chose. Il ne faut pas oublier, ça c'est important. Le prix est une chose, et ce que l'on a dans nos études, c'est que sur l'électrique, le frein, aujourd'hui, c'est, au-delà du prix, c'est de rassurer l'acheteur de véhicules d'occasion pour lui dire tout le bien fondé d'un électrique. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez vite ou pas assez bien, tous, collectivement. On parlait de formation des équipes tout à l'heure, avec Bien sûr. BMW. Oui. Bien sûr, pour savoir décrypter, on parlait de chimie tout à l'heure. Moi, franchement, nous, sur notre plateforme, pour nos internautes, ils ne comprennent pas la chimie, quoi. Ils n'en ont rien à faire de savoir. Ils ne comprennent pas. C'est très intéressant, cela dit. Mais c'est très intéressant, mais je parle c'est-à-dire grand public. que ça coûte moins cher, quoi, finalement. Oui. Bien sûr, mais il faut éduquer le consommateur. On parle de SOH aussi, donc la capacité des batteries, mais c'est du chinois, entre guillemets, aujourd'hui, pour des consommateurs. Non, c'est de l'anglais. C'est de l'anglais aussi, Désolé. mais ils le traduisent De vous pas contredire. facilement. Voilà. Oui. Je vous laisse poursuivre, pardon. Voilà. Non, mais c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, on a aussi quelque chose d'intéressant qui est très différent entre le neuf et l'occasion, ce sont les demandes entre les différentes énergies. On a par exemple aujourd'hui une demande en occasion très forte en diesel et en essence. Alors ça va complètement à l'inverse de ce que l'on pousse en France sur le neuf, mais c'est normal. On a une demande aujourd'hui en diesel sur le site du Boncoin de proche de 50%. Une recherche sur deux, c'est du diesel aujourd'hui. Alors, Oui. nos professionnels... Ça correspond à la réalité des ventes des concessionnaires ou des marchands, hein, d'ailleurs, c'est ça. Pas en neuf, mais en occasion, oui. En occasion, Oui. oui. En revanche, leur stock des professionnels est bas. Aujourd'hui, on a un stock de 30% en diesel. Donc on a à nouveau un souci, un écart entre l'offre et la demande. Si on regarde aujourd'hui. les stocks, hein, je crois que c'est la diapo suivante. Il y a une diapo sur En fait, l'évolution des stocks. Là, on a parlé des prix. Oui, exact. J'ai pas vu, je vois pas. Ah si, il est là. Voilà. Exactement. Voilà. Ça, c'est intéressant à montrer aussi. Très intéressant. Les stocks aujourd'hui, donc là on est sur l'offre, les stocks. Vous voyez, les stocks ils sont en train de baisser en diesel. Alors c'est normal. Encore une fois, moins de voitures neuves en diesel, moins de voitures neuves en stock par la suite. Et on a une réelle décroissance du diesel. On va dans le même sens de l'histoire que le neuf. L'essence représente encore pratiquement la moitié du stock chez les concessionnaires, et on voit une montée de l'hybride et de l'électrique. L'électrique, vous l'avez sur la courbe rouge, mais elle est encore faible en stock, mais elle vous plombe vos stocks. Ouais. Voilà. Et la demande, et c'est ça où il faut faire attention, vous voyez la différence entre le stock qui est là, où vous avez l'essence, le diesel, l'hybride électrique, et vous avez ici, par différence, Sur la diapo suivante, sur la diapo suivante, vous avez ici la demande. La demande, elle est aussi forte aujourd'hui en essence qu'en diesel, et elle est faible en occasion, en électrique, en courbe rouge, elle est très faible. Donc on voit bien qu'il y a un impact très fort de cette électrification, de cette hausse des prix du neuf aussi, hein, au thermique, hybride, électrique, sur le marché de l'occasion. C'est très perturbant en réalité. Ça l'est pour le consommateur, effectivement. Alors, les professionnels font un excellent travail aujourd'hui de réglage des prix. Quelqu'un disait tout à l'heure, pour bien vendre, il faut bien acheter. C'est le cas. Qu'est-ce qu'on peut conseiller finalement aux professionnels face à tout ça? C'est vrai que
C'est délicat. Après, c'est très personnel, ça dépend de l'état de votre stock et de votre finance. Parce qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent quand on est un professionnel, les marges ne sont pas énormes Sur en le VO. réalité, sur le VO. Et donc, vous n'avez pas intérêt à ce que la voiture reste trop longtemps en stock. En gros, une voiture en stock, ça vous coûte 17 à 19 euros aujourd'hui par jour, une voiture d'occasion. Donc, vous avez intérêt à ce que votre stock tourne. Et c'est pour ça qu'on met sur Le Bon Coin et sur l'Argus, on met des outils en place D'aide à pour la décision. d'aide à la décision, pour aider les professionnels à fixer le prix de la voiture le mieux possible. Ce que l'on voit sur Le Bon Coin, c'est que parfois, à 200 euros près, vous avez 0 appel, ça c'est pas bon, ça veut dire Bien que sûr. vous êtes trop cher, ou votre voiture est invendable, mais c'est rare, vous êtes trop cher, et dès que vous baissez les prix même de 200 euros, pas la peine de les baisser de 500 ou 1000 euros, là vous avez tout de suite 5 ou 10 appels. Voilà. Et c'est, encore une fois, l'offre et la demande avec laquelle il faut jouer avec des sites comme les nôtres. Tout à fait. Roberto Pestana, je vous donne le micro, puisque vous êtes expert valorisation à l'Argus. Vous allez comprendre maintenant le rapport avec la première table ronde, parce qu'on parlait tout à l'heure de leasing électrique, on parlait aussi de rendre l'électrique accessible en neuf, en baissant les loyers, et donc, quelque part, c'est comme un ballon qu'on appuie à un côté, ça monte de l'autre, on fait grimper les valeurs résiduelles, c'est-à-dire les valeurs futures estimées du véhicule. C'est bien ça, Roberto? C'est ça le phénomène qui se produit aujourd'hui et qui rend l'occasion chère? Alors, oui, donc c'est très particulier en ce moment. Hein. Dans un monde idéal, pour avoir des valeurs résiduelles les plus précises possibles, il faudrait avoir un marché stable, hein, ce qui n'est pas du tout le cas, hein, forcément. On vient de faire face à des hausses de prix très importantes ces dernières années et qui maintenant se retournent totalement. Donc là, on voit plus des baisses de prix. Qui forcément qui sont dues en réaction des constructeurs face aux ventes de véhicules neufs qui ont totalement diminué depuis le début d'année. On est à moins 1,8% sur le marché d'immatriculation, qui était encore positif en début d'année, mais c'était les. Oui, tout à fait. Je voudrais qu'on se centre sur ces fameuses LOA qui se sont développées depuis 2016-2017, hein, les locations avec option d'achat, qui produisent un parc d'occasion donc de maintenant 8 ans et moins, hein, avec des valeurs de revente en occasion qui sont très fortes, puisque on avait augmenté artificiellement, enfin artificiellement ou pas d'ailleurs, hein, les valeurs résiduelles. C'est ça le mécanisme? La mécanique, c'est donc pour que les loyers soient attractifs, il faut augmenter la valeur de reprise pour que les loyers soient plus bas. Mais du coup, après, qui gère la reprise du véhicule, la gestion du véhicule derrière, c'est donc ceux qui gèrent les buybacks, donc les véhicules sur les parcs d'occasion, et ce qui font qu'après, les véhicules sont décorrélés du marché et sont trop hauts. Donc c'est pour ça qu'on voit par exemple des véhicules électriques avec des rotations très élevées, avec des positionnements qui sont décorrélés du besoin du marché. Donc pour faire ressortir ces véhicules, ou bien on baisse le prix du véhicule, ou bien on essaie par exemple de relancer une location VO sur ces véhicules-là. Mais pour réussir à les relouer en location VO, il faut que les loyers soient plus attractifs que sur un VN. Donc il faut qu'il y ait un écart conséquent. C'est ce que fait par exemple en ce moment Volkswagen avec les ID3 à 160 €. C'est vraiment hyper important ce sujet, hein, il faut bien l'avoir en tête, parce que derrière, on peut réussir à paralyser une partie des ventes du marché de véhicules d'occasion, ou faire en sorte que beaucoup de réparateurs, d'ailleurs, ont une activité véhicule d'occasion. Hein. Chez Autodistribution, les garages AD Experts ont une activité. Ils sont tous référencés. Vous savez exactement, Christophe Boutmy, qui vend quoi, enfin pas quoi, mais qui vend des véhicules d'occasion dans le réseau des garages AD Experts. Donc c'est pas rien. On peut perdre beaucoup d'argent sur du véhicule d'occasion aujourd'hui si on l'achète trop cher. Or, les véhicules récents, ou moins de 6 ans, sont trop chers. Ils sont trop chers et il y a beaucoup de provisions qui sont faites par les constructeurs ou tous ceux qui gèrent ou les réseaux de distribution qui gèrent le risque et qui doivent en fait provisionner des retours des véhicules qui sont en stock ou des retours prévus sur les prochaines années qui ont été faits avec des valeurs résiduelles trop boostées, trop hautes. Vous parliez, Roberto, de ce fameux... de cette fameuse LOA, de ce fameux second cycle de location. Est-ce qu'on peut conseiller aux professionnels qui vendent de l'occasion de se rapprocher des organismes de financement pour tenter de relouer, de rentrer dans ces mécanismes-là en estimant de nouveau une valeur résiduelle future? C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler chez tous les constructeurs, c'est de conserver le véhicule le plus longtemps possible sur une deuxième, voire sur un troisième cycle de vie, de garder le véhicule sur presque une dizaine d'années. Et le plus dur, c'est donc d'avoir une bonne estimation de ce véhicule sur ce
deuxième cycle, comme je disais tout à l'heure, pour avoir un loyer attractif sur un véhicule d'occasion, parce qu'il faut qu'il soit quand même différencié et d'une location sur un véhicule neuf. Volkswagen a lancé sa LOAVO le mois dernier, hein, ou le mois d'avant. Exactement, sur les ID3 avec 169 € pour pouvoir justement faire face à tous ces stocks décorréler le prix de l'occasion du prix du neuf promotionné également, c'est assez délicat. Entre-temps, avant que les véhicules reviennent, le prix du neuf avait baissé, donc forcément ces véhicules étaient Donc on voit bien, hein, vous comprenez, si on fait une synthèse, qu'il faut avoir recours à des mécanismes d'ingénierie financière qui sont comparables à ceux du neuf pour réussir à vendre correctement des véhicules d'occasion qui sont récents et qui sont sujets à des hausses de prix très importantes. Et ça, c'était avant Covid, hein, très clairement, parce que la hausse des coûts de l'automobile, elle date d'une dizaine d'années, vraiment de manière très, très nette et très soutenue. On a compris effectivement que le monde de la réparation collision était en proie à cette hausse, qu'il pouvait y avoir des conséquences importantes. On verra dans la troisième table ronde quelles peuvent être les réponses qu'apporte le monde de l'assurance. C'est pour ça que, messieurs, je vous ai un peu frustré. Je ne vous ai pas demandé de répondre. Ça sera vos collègues assureurs qui répondront tout à l'heure. Dans le monde de la mécanique, on a fait le constat effectivement de cette hausse importante des prestations mécaniques, en rappelant une chose, c'est que la part des pièces devient très importante, que la main-d'œuvre doit monter aussi, et derrière que les centrales comme autodistribution font leur boulot en termes d'achat, et on verra des réponses tout à l'heure sur d'autres plans. Et au niveau européen, bien sûr, tout cela se corrèle avec l'accès à une réparation compétitive et équitable pour le monde de la réparation, et puis bien sûr le véhicule d'occasion que l'on vient d'aborder ensemble, qui doit être réparé avec des pièces et avec de la main-d'œuvre. Voilà, Sandy. Merci beaucoup. Merci aux intervenants de cette table ronde. Merci.